Bonsoir. Pour l'opinion publique en général, le boycott historique des élections législatives qui viennent de se produire en Algérie n'aura pas ébranlé plus que ça le régime. Ça l'aura certainement un peu contrarié, un peu agacé, mais il a l'habitude de telles déconvenues. Peut-être faut-il rappeler que depuis l'arrivée de Tebboune seulement, juste Tebboune, toutes les consultations se sont traduites par un boycott massif. Ses premières présidentielles, en 2019, son référendum sur la Constitution qui porte désormais son nom, la précédente législative, je ne me rappelle plus de la date, la présidentielle, la deuxième de Tebboune en 2024, et enfin, ces dernières législatives qui viennent d'avoir lieu. Toutes des boycotts, toutes, pas des abstentions, des boycotts massifs. Mais c'est pourtant loin d'être le cas. Personne, je crois, parmi les observateurs avertis du pouvoir en Algérie ne s'est encore exprimé sur la question. Mais nombreux parmi eux n'en pensent pas moins. Ils savent tous ce qu'il en est en vérité, que ce régime est dans une situation de confusion et d'incertitude. Tous les décideurs savaient qu'un autre boycott allait se produire. Et ils ont mis en place toutes les conditions et les moyens pour le réduire, pour le contraindre. Ils ont mobilisé tout le relais pour tenter de le diaboliser à un point où des voix se sont élevées depuis la supposée opposition pourtant pour stigmatiser quiconque appelle au boycott. Qu'ils n'ont pas hésité, ces gens, à le qualifier de traître, de mercenaire à la solde des ennemis de l'Algérie, d'irresponsable qui menace l'unité de la nation. Mais les décideurs, dans leur déclinaison, qui ont été très loin de s'attendre à ce qui allait se produire, ils savaient qu'il y allait avoir une abstention, un grand boycott. Mais ils viennent de vivre la plus grande abstention depuis l'indépendance du pays. Malgré une fraude pourtant dans cette élection qui a été boycottée, une fraude et un bourrage très large, un vote obligatoire pour tous les militaires du pays. Et en plus de je n'oublie pas les morts qu'ils ont fait voter, de l'aveu même de gens qui sont proches du pouvoir. Je n'oublie pas les bourrages, comme cela s'est passé dans un consulat où le père d'un candidat a peut-être manipulé les choses, qui fait qu'on a trouvé dans les urnes de ce consulat 1200 bulletins pour ce monsieur. 1200 dans la diaspora qui n'a quasiment pas voté. 10% avec toutes les fraudes et tout le bourrage. Mais en plus de la défection en elle-même, qui est, avec toute la fraude et tout le bourrage, a difficilement atteint 20%. Il y a 10%, 10% non pas 10%, 20% de ces 20% qui sont des bulletins nuls. 1 million de bulletins nuls. 1 million sur 5 millions de votants. Des bulletins nuls, dont ceux, très certainement, des militaires qui ont été contraints de voter avec les civils dans les bureaux civils pour faire illusion de la fréquentation des bureaux de vote, et à leur retour à la caserne de présenter leur carte de vote dûment estampillée avec la mention « à voter ». C'est cela, et autrement plus de détails inquiétants pour les tenants du pouvoir, qui semblent avoir plongé tout le système dans l'incertitude des lendemains, tous autant qu'ils sont
sont dans l'incertitude. Ils ne savent pas ce qui pourrait se produire. Tous savent aujourd'hui au sein du pouvoir et de ses périphéries, plutôt de ses périphéries jusqu'à son noyau, que tout peut arriver désormais, que plus personne parmi eux n'est à l'abri, qu'une initiative de redressement ou de sursaut, je ne sais quoi, ils ont l'alchimie des appellations scélérates de ce genre, pourrait partir du cœur même du pouvoir et donc du cœur même de l'armée. Que côté Réchi, comme ils disent eux, ces foules grises qu'ils croient mener avec la carotte de la corruption de masse et le bâton de la répression, de la prison, de la calomnie. Des représailles inflexibles que ce Réchi, pourtant, qui n'empêcherait pas pourtant que ce Réchi, comme ils disent, pourrait reproduire du jour au lendemain, peut-être demain matin, ce Hirak qui a étonné le monde entier par sa mobilisation et son pacifisme. Mais ils savent aussi, ceux d'en haut, ceux qui nous traitent de Réchi, que si un tel sursaut démocratique pouvait se produire, cette fois-ci, ce serait jusqu'au bout. Cette fois-ci, si le train de la liberté pouvait s'ébranler encore, alors il ne s'arrêterait plus qu'en gare d'arrivée. Retombée du Hirak, que se passe-t-il au sommet? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Samir Bellatesh, écrivain, militant pour la démocratie. Samir, merci d'être des nôtres. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là avec toi et avec toute l'équipe. Puis bonjour ou bonsoir à nos concitoyens algériens et à leurs amis qui nous regardent, soit au bled, soit au sein de la diaspora. Merci. J'ai tout autant de plaisir, Samir. C'est gentil. C'est gentil. Et en visio, Maître Issa Rahmoun, avocat, secrétaire général de la Fédération internationale des droits humains. Maître Issa Rahmoun, merci d'être des nôtres. Bonsoir, Sid Jamal. Encore un plaisir d'être avec vous, mais aussi avec Samir. C'est la deuxième fois qu'on partage un échange, une émission. J'espère que ça va perdurer et pouvoir échanger avec vous, Sid Jamal et Samir. Bonsoir à la régie et aux téléspectateurs qui actuellement suivent nos échanges et nos points de vue. Vraiment partagé, cher maître. Alors, Samir Bellatesh, un autre boycott, mais cette fois-ci, le plus étonnant, c'est que les gens pensaient, oui, il va y avoir un boycott, mais par rapport à la mobilisation de ce que vient d'entreprendre ce régime pour faire voter les gens, la mobilisation de tous ses relais, de sa presse, tout le monde pensait qu'il allait y avoir de l'abstention. Mais finalement, c'est le plus grand boycott depuis l'indépendance du pays. Massif. C'est de plus en plus grave, en fait, la situation est de plus en plus méchante. Et me revient, donc, peut-être il y a quelques 2-3 semaines, on était là sur le même plateau et on discutait de cette élection qui allait arriver. Et je pense qu'on était à peu près tous d'accord, je pense que les observateurs sont tous d'accord, ou étaient d'accord sur le fait qu'il allait y avoir une grosse abstention ou un grand boycott, encore une fois pour cette élection, comme pour les précédentes. Et on sait aussi que quand ils annoncent 20%, on sait qu'obligatoirement, ils l'ont gonflé. Au double au moins. C'est-à-dire, au lieu de nous dire, par exemple, il y a eu 3% de taux de participation, oui.
c'est juste impossible à prononcer, c'est difficile à défendre. Et c'est pour ça qu'ils surtout à n'ont pas l'échelle publié, internationale. ils n'ont pas publié, pardon, Oui, à chaque fois, il se veut. ils n'ont pas publié les résultats des wilayas à ce jour, Eh ben, ça alors ne qu'ils m'étonne les pas. ont. Oui, ça Parce que ne sans m'étonne pas. sans les résultats des wilayas, ils ne peuvent pas faire de consolidation. Oui, tout le monde, je pense, se rappelle le cafouillage qu'il y a eu à l'occasion d'une précédente élection où le responsable de la commission là, qui était chargé de faire le décompte et puis de vérifier que tout est OK et transparent et puis d'annoncer les chiffres. Lui-même, on lui donnait des chiffres qui étaient complètement contradictoires. En pleine conférence, il bégayait, il dit « Moi, je ne comprends plus rien à ce que vous êtes en train de me dire ». Et il l'a lâché comme ça en pleine conférence. Oh là là. C'est-à-dire, Oui. c'était flagrant. Ouais. Et je ne pense pas que les gens du régime, ceux qui sont derrière, ça ne les gêne pas, ce genre de choses. Je ne pense pas. En fait, ils ont une seule chose, je pense, qui guide un petit peu leurs décisions, leur posture, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, etc. C'est leur relation avec leurs partenaires étrangers. C'est tout. Sinon, pour le peuple... L'image, la façade. Oui, ils ont quelque chose à gérer parce que quand ils vont discuter, d'ailleurs, on n'a pas l'impression, a priori, qu'ils ont énormément de relations avec l'étranger et avec l'international public, c'est-à-dire les ministres, l'Algérie en tant que telle et tout. On ne les voit pas trop à l'échelle internationale. C'est très rare ou sur des sujets, mais complètement périphériques et tout. Ils ne pèsent pas lourd. Par contre, ils ont des contacts avec leurs partenaires étrangers dans les bureaux. Je veux dire, quand ils ont une relation avec le ministère de l'Intérieur français, ils ont une relation avec le ministère des Affaires étrangères américain, le département des Affaires étrangères, ils ont des relations avec le ministère de la Défense russe et tout. Mais c'est des choses qui se passent je veux dire, c'est pas public, c'est des choses oui, que évidemment. ça se gère avec les mots les plus rudes qui soient, etc. Et le régime algérien, c'est ça qui l'intéresse. C'est comment il va gérer cette partie-là. Sinon, le peuple algérien, Wallah, mais grave. C'est incroyable. C'est insupportable. Moi, je dirais, c'est négatif. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont assis au-dessus d'un volcan qui pourrait demain exploser. Moi, perso, Djamaldine, j'en suis arrivé à, humblement bien sûr, hein, au contraire, j'essaie d'apprendre beaucoup chez d'autres qui connaissent très bien le régime, des gens qui ont écrit sur l'histoire ancienne et contemporaine du régime algérien, ce qui le motive de l'intérieur, comment il bouge, etc., c'est quoi les relations qu'il y a entre les clans, etc. J'essaie d'apprendre. Mais mon humble avis, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. En fait, le régime, il va dans le néant ou il va dans le chaos. Et même s'il décidait de changer les choses, il ne pourrait pas. Ils sont emportés par leur propre absolument. turpitude. En fait, c'est comme une sorte de maladie grave où on ne peut plus faire marche arrière. Malheureusement, le monde Dieu a créé les choses de cette manière. Quand on est atteint d'un cancer fin de cycle ou fin on ne peut pas revenir marche arrière. La vie est faite ainsi. Eh bien, le régime, il est dans cette situation-là. Il ne pourra pas faire marche arrière. Il ne peut pas s'amender, il ne peut pas se réformer. Et les Algériens, ils l'ont compris. Je pense qu'on peut tirer cette leçon-là du Hirak. La façon dont les Algériens sont sortis, encore une fois, dans des conditions qui étaient particulières, ça se discute, etc. Mais le fait est que les Algériens sont sortis par millions et ils ont exprimé les choses d'une certaine manière, dans un certain temps, etc. Eh bien, elle veut dire ce que je suis en train de dire là, c'est-à-dire les gens ont peur pour l'Algérie et il est temps de changer les choses. En plus, Mechi, le régime qui va changer les choses. C'est les Algériens, ils doivent se prendre en charge, ils doivent avoir de nouvelles élites qui vont prendre les choses en main et on doit construire un nouveau contrat social des Algériens, on doit faire une constituante, on doit refaire une constitution et sortir de la constitution ancienne qui a été faite au tout début, à sa naissance, dans un cinéma, etc. Je pense que le Hirak avait exprimé ce genre de choses parce que les Algériens, l'autre fois, les Algériens, ils savent trop dans quelle
Quand ils sont embarqués. Exactement. Voilà. Et ça, Rahmoun, sur ce boycott massif, sur cette sidération du régime qui l'a paralysé, qui n'arrive plus à bouger une oreille, qui ne s'exprime quasiment plus, dont on ne sait pas ce qui se passe en son sein, mais dont tout le monde nous dit qu'il semble que ça puisse aller très mal, que tout peut surgir d'un tel standing by. Bah, effectivement, le mouvement, il peut venir de l'intérieur du régime comme il peut venir de la société. Souvenez-vous, qu'en 88, beaucoup disaient que ce chahut de gamins était organisé par les services de sécurité. Et souvenez-vous aussi qu'en 91, beaucoup disaient que le mouvement du fils était organisé par les services. Et souvenez-vous qu'en 80 aussi, beaucoup disaient que c'était une œuvre des services. Et en 2019, pareil, c'est l'œuvre des services. Ce genre de message est un message qui est adressé à la société algérienne, au peuple algérien, pour dire que si, comme disait Belhimar, souviens-toi, si Jamal, il a évoqué Tahrak. Face au Hirak, il a employé le terme Tahrak, c'est-à-dire que les services harkou les Algériens, ils ont c'est comme un coup de starter, c'est dirigé, c'est orienté, c'est décidé et délibéré dans les laboratoires du régime et qu'en fin de compte, une société comme la société algérienne ne pouvait rien entreprendre, ne pouvait rien comprendre et ne pouvait pas s'entendre. Par contre, le Hirak qui a duré plus d'une année a permis de revisiter l'histoire de l'Algérie. Souvenez-vous de toutes les marches qui coïncidaient avec les dates historiques du pays, à savoir le 1er novembre, le 8 mai 45, le congrès de la Sommam, le contrat de Rome, les événements d'avril 80, le 5 octobre 88, la fête du travail, la fête la journée internationale des droits de la femme, etc. Tous ces événements ont été fêtés le 5 juillet, parce qu'on est au mois de juillet, il faut se rappeler. Et à l'occasion de ces événements, les Algériens, pendant le Hirak, étaient là à se remémorer, mais aussi à se réapproprier ces dates historiques avec leur sens, avec leur esprit, avec leur message politique, avec leur message de construction de l'état de droit. Effectivement, je suis d'accord avec Samir quand il dit que, et puis même dans l'intro, c'est très fort comme introduction. Est-ce que le régime aujourd'hui, il est dans une étape où il peut faire marche arrière, dire en fin de compte basta? Tu vois, vous voyez, c'est comme un père de famille qui a géré d'une manière très malhonnête et d'une manière très vicieuse son foyer parce qu'il avait des relations extra-conjugales, parce qu'il était dans un domaine où il était dans la corruption, parce qu'il était syndicaliste à l'UJTA où il s'est permis tous les vices du monde, 13e mois, etc. Et puis voilà, à un certain moment, l'âge de raison lui pose la question. Mais Yaoul Dennas, il y a un certain moment, il faut arrêter. Tu as des postes de responsabilité dans l'État, tu es syndicaliste du JTA, tu as un poste de responsabilité dans une institution, dans une direction d'une entreprise publique ou privée, ou dans une administration qui ne te permet pas de faire ce genre de conneries, et puis tu es redevable devant tes enfants. Est-ce qu'il est prêt à faire marche arrière? Ou bien ce célibataire ou cette célibataire endurcie par la force des choses, qui c'est plus facile de continuer que d'arrêter. C'est comme aussi effectivement ce concert que Samir avait dit, où on peut plus arrêter la cigarette, on va se dire: «C'est plus facile de continuer que d'arrêter, de faire marche arrière. Peut-être que ça va m'aider». Le régime est dans cet état d'esprit et la meilleure des preuves, c'est le fait de mettre en place un arsenal juridique, qui permet, voilà, de mater la population, la société civile, la société politique et là, je rends un très grand hommage et je me solidarise
avec le journaliste Morad Mimou, qui vient d'être mis en détention provisoire par le juge d'instruction du tribunal de Azazga. Morad Mimou qui animait beaucoup d'émissions, Fizin Wassa, entre autres, à la chaîne Zaire TV. J'ai eu la chance de participer à 4 ou 5 de ces émissions quand j'étais en Algérie, et après la fermeture de cette chaîne, il a continué son travail de journaliste en organisant des podcasts, en créant sa chaîne YouTube personnelle, où il a couvert les élections législatives. Il a eu ce courage de dire que ça ne va pas, que l'ANI est dans ses démarches administratives, elle est autoritaire, que beaucoup de candidats ont été éliminés. Il a rapporté l'information d'une manière très objective, en étant professionnel. Et là, voilà la réponse d'un régime qui a peur, et pourtant d'un journaliste local. Je dis ça parce qu'il n'a pas une réputation nationale. Après son départ de Dzer TV, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup plus sur la Kabylie, en étant très objectif. Mais là, voilà la réponse. Donc En c'est un fait, régime qui est merci, dans la panique. merci de l'avoir évoqué. Nous pensions le faire, Samir et moi aussi. Mais je voulais juste préciser quelque chose. En fait, il a été inquiété. Pourquoi? Il a été inquiété parce que c'est peut-être le seul journaliste en Algérie qui faisait un vrai travail d'information sur les élections. Il disait tout ce qui se Tout à passait. fait, Il disait tout tout ce à qui se fait. passait d'une façon très honnête. Lui, il a son ancrage, hein. Il est un peu indépendantiste, on ne le cache pas. Mais il avait ses convictions, et il avait son travail journalistique. Il a commenté ce qui s'est passé à Tizi Ouzou à l'occasion des législatives et tout. C'est ça. Voilà. Et donc ça a Ça attiré lui a sur lui coûté. les foudres de... Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de le comprendre? Parce qu'ils ne peuvent pas le présenter à la justice pour un tel motif. Il a fait son travail de journaliste. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit c'est une sorte de subversion de la campagne électorale par des moyens malhonnêtes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en plus? Ils lui ont saisi ses téléphones, ils sont allés chercher, ils ont dû trouver des échanges avec ses anciens amis du MAC, peut-être, pourquoi pas. Ouais. Et il est en prison, tout simplement. Comme, vous voulez dire En quelque tant, chose, en tant que journaliste, on commente les résultats d'une élection dans une région, dans une ville, dans un département ou même à l'échelle nationale, et ça devient de la subversion. Oui. Mais c'est C'est comme après, ça. après ça me revient. On était face à Madame Dutour et elle aussi entraînée dans une affaire où on n'a pas laissé rentrer, etc. Et elle était face à des choses aussi kafkaïennes, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut même pas. C'est difficile de se défendre face à des choses qui ne tiennent pas la route, etc. Quand, quand ça n'a pas ça ne tient pas de la loi, du droit, quand c'est pas argumenté, etc. Mais ils sont comme ça, Samir. C'est Ce terrible. sont leurs méthodes. C'est terrible. Nasser Dutour. Donc le seul péché, le seul crime, est d'avoir posé la question où avez-vous emmené mon fils? Ils ont enlevé son fils des bras même de sa famille. Il a disparu. Ouais. Comme cela est arrivé à 20 000 autres Algériens. 20 000. Eh bien, quiconque aujourd'hui ose dire où est mon fils, c'est l'ennemi de l'Algérie. Au point, ils ne l'ont pas laissé rentrer dans son propre pays. Oui. Elle s'est rendue en Algérie, on lui a refusé l'accès. L'officier dès à qu'il son lui a pays. crié dessus, elle nous l'a dit elle-même, c'était son témoignage ici même. L'officier lui a dit, il lui a crié dessus en lui disant Andki association, c'est un crime. C'est-à-dire crime que d'avoir une association. le gars l'a considéré comme une personne à embarquer ou peut-être à tabasser ou au mieux à ne pas laisser rentrer, le passeport, etc. Et c'est quoi ce ZEF? Il dit Andki Une association d'enfants de parents de familles voilà, de disparus. il considère que si disparus. tu t'organises. Et là, c'est Jamal, Samir. Oui. Je me permets de me Bien situer sûr. entre vous, parce que, excusez-moi, parce que c'est très important ce que Samir a déclaré tout à l'heure en termes de négociations dans les bureaux des chancelleries, dans les bureaux des ministères, auxquels l'Algérie a des comptes à rendre, mais aussi des contrats commerciaux, des engagements économiques et sécuritaires à la fois. Il faut comparer.
on est dans une situation où l'Algérie, le régime algérien, pas l'Algérie, parce que là, il faut déconnecter la société du régime. La société, c'est une chose parce qu'elle évolue Absolument. avec son intelligence, avec sa persévérance, son envie de développement, et le régime qui est resté archaïque. Et l'instinct grégaire, voilà, de ce régime consiste, voilà, en fin de compte, c'est un régime qui a raté l'école de la démocratie, l'école de l'état de droit. Et quand on rate l'école de la démocratie et celle de l'état de droit, on devient ce personnage auquel Jacques Brel avait rendu hommage d'une manière très subtile. Le fait de rater l'école au suivant, c'est-à-dire au prochain investisseur, au prochain colonialiste, au prochain oligarque européen ou Ou à turc ou des Émirats. Au prochain Indonésien de 20 milliards. Oui, Au au suivant. prochain Au Donc client, voilà, suivant, au prochain c'est client. l'histoire de ce au prochain personnage client. au suivant. Voilà, tout à fait. Euh, euh, Jamel, oui, Jamel. oui, Oh là, je voulais juste, j'en profite parce que Maître Rahmoun, moi je le suis depuis des années, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'en profite pour lui poser une question. C'est pour ça que bien sûr. je te faisais un signe tout à l'heure. Bah, je te laisse, bien sûr. C'est pas moi qui pose C'est les un coup questions. d'État, ça. Oui, voilà, c'est toi qui poses les questions. Juste, j'en profite, Maître Rahmoun, parce que tu connais très bien, euh, la situation politique en tant qu'observateur et analyste politique, mais aussi en tant qu'avocat et juriste. Donc, tu as même eu, il a même eu à suivre quelques dossiers lui-même dans lesquels il était avocat, etc. Et j'allais poser la question sur comment Maître Rahmoun il analyse ou quelles conclusions on peut tirer de toutes les guerres qui se sont produites récemment entre les oligarques, puisqu'on s'est retrouvé avec des ministres, des premiers ministres, des très hauts gradés de l'armée, et des fois c'est des gradés de deuxième rang et tout, qui ont fini en prison avec des dossiers très lourds. Et du point de vue politique, est-ce que moi je me dis personnellement, mais je veux l'avis de Maître Rahmoun, moi je me dis c'est très grave pour notre pays parce que c'est un indicateur comme quoi à l'intérieur du régime c'est en train de Délité. ça se délite exactement. Et est-ce que Maître Rahmoun il voit les choses de la même manière, c'est-à-dire tu as vu les dossiers des fois de l'intérieur, tu connais même comment les chefs d'inculpation ils sont montés, etc. Est-ce que c'est dangereux pour le pays ou pas, Maître Rahman? Très bonne question. C'est J'en très profite. dangereux, c'est Samir. Pourquoi? Je te dis pourquoi. Parce que dans le pays, enfin en Algérie, jusqu'à présent, on a ce cumul de crises. Aucune crise n'a été évoquée d'une manière sereine, d'une manière sérieuse et surtout responsable. Pourquoi je dis ça? Il y a eu des assassinats politiques durant la Révolution et après la Révolution. Il y a eu des coups d'État militaires, des coups d'État institutionnels, constitutionnels, voire scientifiques. Et Scientifique. tous ces événements qui ont accompagné l'évolution, notre évolution de l'histoire, n'a pas été touché du doigt par les Algériens, n'a pas été revisité par les historiens, les journalistes, la société civile, etc. Et durant les années 90, et ça c'est le point noir du pays, de l'Algérie, de l'histoire de l'Algérie, on était en guerre civile. Et une guerre civile, toutes les guerres ne sont pas saintes. Toutes les guerres ont des résultats néfastes pour l'humanité, que ce soit sur le plan international, régional ou voire local. Et après ça, nous avons eu 20 ans de dilapidation, 20 ans où les oligarques, effectivement, ont su et pu constituer leur richesse sur le dos du peuple, malgré les textes, malgré la Cour des comptes, malgré les tribunaux, la justice qui est là formellement. Moi, je pars sur une idée, et puis ça va probablement nécessiter un débat qu'on va revenir, et j'invite Sid Jamal aussi à réfléchir sur ce débat, sur l'opportunité d'une justice transitionnelle. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je dénonce aussi le fait que ces oligarques soient traduits devant la justice d'une manière aussi vulgaire, parce qu'il n'y a aucun procès équitable. Le procès équitable n'était pas respecté. Souvenez-vous de l'épisode de Ahmed Yahya qui était humilié contre Oui. son frère, Allah yarhamou, Laifa, qui est un confrère que je connais,
était enterré. Donc, il a assisté aux funérailles de son frère d'une manière indigne. Et tous ces oligarques, est-ce que le peuple algérien aujourd'hui, il connaît par quelle magie, par quel procédé administratif, financier et bancaire, ces oligarques ont pu accéder à une telle richesse, à une telle avancée dans le Mm. marché des affaires, il faut le dire. Et sur ce point, donc moi je pense à une véritable justice transitionnelle. Chaque pays, la justice transitionnelle accompagne des processus de transition politique et démocratique. Et la justice transitionnelle est le mécanisme et l'outil par lequel la société a le droit de savoir, y compris pour la fameuse question du kituki, des disparitions forcées, des coups d'État dans les partis, des élections traficotées, du dossier des disparus, des oligarques qui sont devenus, imaginez Adidas ou Peugeot ou on va dire Ferrari, c'est des boîtes qui ont eu des siècles, probablement des décennies de combats dans le marché des affaires, dans le marché de la construction, pour en arriver à ce qu'ils sont aujourd'hui comme entreprise. Et Khalifa, on découvre Khalifa en l'espace de 10 ans, ou bien les autres groupes, Haddad, etc., les Kouninef, on les connaît tous, et en l'espace شفرتين كما يقولوا رمشتين ils sont devenus des oligarques très influents dans le pouvoir. Donc c'est un processus de justice transitionnelle, mais ça ne peut pas se réaliser en dehors d'une volonté politique, que ce soit des dirigeants, du régime politique, mais aussi de la classe politique, de la société civile et du peuple. Et je pense que le Hirak a donné ces éléments de réflexion pendant les manifestations où dans la rue, les Algériens scandaient et criaient on veut une justice indépendante, etc. C'est un long débat, si Samir. En tout cas, Je risque de m'étaler sur ça, mais voilà ce que je pense à peu près. On peut revenir un jour pour en discuter d'une Non, très manière bien, plus très bien. approfondie. en Non, tout très cas, la bien. question est tellement bonne. J'espère que j'ai répondu du moins voilà, à ce Est-ce qu'il que a tu as répondu, posé comme question. Samir? Largement, largement, je pense que Maître Rahmoun, il faut peut-être, j'allais dire, il faut l'inviter souvent et tout, parce que d'abord, c'est un observateur, et puis c'est un juriste qui connaît je veux dire, de droit et tout. C'est difficile pour nous, en tant que militants, de commenter ce qui se passe, parce que, un, on n'a pas accès au dossier, et secondo, on n'a pas de culture juridique ou de Et l'un droit. des cas les plus édifiants à Samir, c'est le cas du procès de l'ancien patron du DRS, Mediane, Oui, Tartag, Saïd Bouteflika et oui. Louise Hanoun. Je faisais partie du collectif d'avocats de Louise Hanoun, où une condamnation atterrit au tribunal militaire de Blida. Un tribunal militaire existe toujours, où deux civils comparaissent devant le tribunal militaire. Condamnation en un laps de temps record. L'affaire est pourvoyée en cassation devant la Cour suprême. En espace d'un mois après le décès de Gaël Salah, renvoi et casse devant la même composition, euh, plutôt devant la même juridiction, mais avec composition, mais surtout avec le même procureur général. Et c'est une décision de relax. C'est incroyable comme procédure. On a vu le témoignage. Non, Allez, je voulais avoir ce témoignage. Inch'Allah, on aura d'autres occasions pour en parler. Ouais. tribunal militaire de Blida, Ali, au pays des merveilles. Eh ben, oui. Alors, Samir, la question était tellement bonne que vous avez posée à Maître Rahmoun, que ça m'a rendu un peu jaloux. J'aimerais bien qu'on m'en posiez une, moi aussi. Chose qui est drôle, c'est moi l'invité et c'est Non, vous le... les questions, il y en a une tonne. Et puis, non, peut-être c'est qui m'est un défaut de formation. J'ai fait pendant des années sur YouTube. J'en sais quelque chose. Voilà. Je pense que c'était un des premiers avec qui j'ai discuté sur les vidéos de YouTube. Du coup, C'est la vocation qui remonte à la des fois, ça surface. sort sans contrôle. Non, à l'occasion, Jamel dit, puis nous, on se connaît depuis très longtemps. Oui. Je suis, c'est-à-dire, je sais que tu suis ce qui se passe, tu observes et tu as même pris des gros risques puisque tu t'es affiché de sorte à ce que
Ça coûte très cher, ce genre de choses. Mais même, Jamaldine, est-ce que, franchement, il te reste un peu d'espoir sur le fait que on peut aller sur l'autre rive, en fait, c'est comme si on était dans un bateau et que c'est en train de secouer méchamment. Est-ce que tu crois, Bli, on va arriver à l'autre, À la gare à d'arrivée. la gare sain et sauf, j'allais dire? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Ntaya qui observe tout ça et puis qui a vu par où on est passé. Excellente question, ça me fait plaisir de pouvoir y répondre. Il y a un risque véritable. Il y a un risque que ça dégénère. Parce que ce régime a réussi la gageure de tout monopoliser. Tous les leviers de fonctionnement de l'État, et là je ne parle pas du régime, de l'État, qui est habité, qui est pris en charge par des commis de l'État et des grands commis de l'État auxquels il ne faut jamais oublier de rendre hommage. Et moi, je dis toujours que si tu appuies sur l'interrupteur qui a de la lumière, c'est grâce à eux. Et si tu ouvres le robinet et qu'il y a de l'eau, quoi qu'il en soit, c'est grâce à eux. Qu'il y a une vie sociale, une vie publique, une administration, des grands équilibres, parce qu'il y a un État sous ce régime ou pris en otage par ce régime. Mais l'État est là. Il suffirait de souffler un peu sur la roue et la poussière qui s'est déposée dessus pour que cet État puisse réémerger. Mais il est vrai que donc, ce risque existe, que ça puisse dégénérer comme ça a dégénéré dans les années 90. Les années 90, ils ne voulaient pas sauver la République. Ils voulaient sauver leur peau. Ils voulaient sauver leur carrière, leur mainmise sur le pays. Et ils n'ont pas hésité à sacrifier des centaines de milliers d'Algériens et de se faire passer pour des sauveurs de la République et de trouver des gens pour les soutenir dans cette folie, qui les soutiennent jusqu'à aujourd'hui et qui les excusent jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, un mouvement comme le Hirak, il peut donner une sortie? Une sortie par le haut, je veux dire. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il va y avoir des élites et on peut organiser des élections, etc. Tu crois, Jamaldine? J'y crois, parce que tu sais, Samir, ça, je l'ai appris en marchant. Ce n'est pas une théorie que j'ai appris à l'école. C'est en marchant. Qu'est-ce que c'est? On en parle souvent, déjà, les gens en parlent sans pour autant aller plus profondément dans l'explication. Ça s'appelle le génie des peuples. Tous les peuples ont en eux quelque chose qui les fonde profondément et qui les constitue. C'est un génie qui est dans l'air, qui ne se voit pas. C'est comme de l'électricité ambiante. C'est qui relie les gens les uns avec les autres. Et nous en avons eu la meilleure preuve avec le Hirak. Un peuple qui a été totalement éparpillé, dispersé. On a extirpé de son âme les plus belles de ses valeurs ancestrales. On l'a transformé en tube digestif qui court dans tous les sens pour avoir sa part de la bête. Et pourtant, lorsque le moment est venu, c'était magique. Du jour au lendemain, des millions, de l'aveu même du régime, des millions d'Algériens se sont retrouvés dans la rue, en criant, en chantant, en dansant, côte à côte, femmes et hommes. On a oublié nos divergences, nos dissonances, et nous sommes devenus un peuple. C'est comme si c'était sorti d'une boîte magique. Parfaitement civique, parfaitement pacifique, parfaitement politique, qui sait où il va, qui n'a pas commis une seule bévue, malgré tout ce qu'a fait ce régime pour le réprimer, pour le diviser, pour les dresser les uns contre les autres, Kabyle contre non-Kabyle. Et pourtant, ce processus n'a été interrompu que par une seule incapacité, celle de pouvoir regarder émerger des élites d'une façon ou d'autre. Voilà. Je comprends, merci pour la réponse. Je comprends mieux pourquoi Mazel Kahna tu tiens encore, parce que finalement, c'est une sorte d'espoir irréductible. Irréductible, voilà. têtu, obstiné. Et c'est tant mieux. Merci, Khoya Samir. C'est tant mieux. Alors, je vais poser une question à Maître Rahmoun. Rahmoun, je vous demanderai juste d'y répondre assez vite, parce que nous allons passer sur un autre volet des choses que vous maîtrisez parfaitement aussi.
Une question donc, que je vous demanderai de nous expliquer un peu. Qu'est-ce que vous pensez de ce million de bulletins nuls? 1 million sur 500 000 votants. C'est incroyable. C'est 1 million sur 5 millions. C'est 1 sur 5. 1 sur 5. Oh, c'est un message très fort. Pourquoi? Parce que pour 1 million, on va dire 25 000, 30 000 citoyens qui se déplacent pour mettre dans l'urne un bulletin nul. Voilà, probablement c'est pour avoir, comme ça a été répété par l'administration et le discours ambiant, que pour accéder au logement social ou bien avoir une aide à l'autoconstruction, il faut avoir sa carte de vote vérifiée par l'administration. Ça peut être un motif pour voilà, à voter. Et puis voilà, je suis un citoyen qui assume pleinement ses devoirs, mais aussi son droit en même temps. Mais 1 million de citoyens qui décident comme ça d'y aller et mettre un bulletin nul, je pense que c'est réfléchi et délibéré, que le mot d'ordre aussi de ce 1 million, et je pense au corps constitué, a été donné. Et ça nous rappelle un phénomène. D'ailleurs, j'ai lu une contribution d'un expert égyptien sur le phénomène Gen Z en Asie centrale, en Amérique latine, mais aussi au Maroc et en Tunisie, qui commence à prendre forme. Et dans son analyse, il dit que l'idée de la Gen Z est venue du Hirak algérien à travers les réseaux sociaux, les étudiants, à travers les discussions dans les groupes WhatsApp, Signal et Messenger. D'ailleurs, pourquoi aujourd'hui des perquisitions se font sur les téléphones de tous ceux qui sont interpellés? C'est pour voir s'il y a des connexions avec des réseaux, avec d'autres militants, avec d'autres activistes qui sont sur la toile. Donc, est-ce qu'au niveau de ce 1 million, le mot d'ordre n'a pas été donné entre eux? Autant enfin, ils sont sous la même caserne, en contact avec d'autres casernes, etc. C'est une question qu'il faut se poser. Sachant que j'ai assisté à un procès où il y avait plusieurs officiers, mais moins gradés des junoutes, moins gradés que des officiers, devant le tribunal criminel, où ils étaient mis en cause, inculpés pour le fait de partager des posts ou liker des commentaires de Karim Tabou, de Fethi Arras, de Mohsen Belabès, de l'Arbi Zetout, de Amir Dizad. Il faut le dire. J'ai assisté à ce procès Oui, au tribunal militaire de très bien. Blida, où beaucoup de militaires étaient devant le juge correctionnel pour le fait de partager ce genre d'informations ou liker. En tout cas, c'est ce qui circule un peu partout, c'est que les militaires qui donc ont été contraints d'aller voter, qui ne sont pas 1 million, doivent être dans les, je ne sais pas, 200 000 ou plus, peut-être 300, 400 000, je ne connais pas le nombre de militaires en activité, mais il semble qu'ils se soient tous donné le mot, on nous oblige à voter, à aller à contre-courant de notre peuple, d'accord, mais on va tous mettre un bulletin nul. Parce que là, ils ne peuvent pas vérifier. Ils peuvent vérifier nos votes. Donc il s'agit d'un mot d'ordre. D'un mot d'ordre, oui, qui aurait circulé. Alors, nous allons arriver à ce sujet qui est en train de remuer une sorte de vase diplomatique entre l'Algérie et la France, celle de Christophe Glaise, pardon, qui était prévue pour être gracié le 5 juillet. Il paraît que les autorités algériennes auraient donné de l'assurance au pape. Ils auraient donné des assurances aux envoyés du président Macron. Il semblerait que Tebboune lui-même aurait donné des assurances à Macron lui-même. Et pire que tout, alors là c'est pire que tout, c'est qu'on a conseillé, c'est les autorités algériennes elles-mêmes qui auraient conseillé à Christophe Glaise, qui venait d'être condamné à 7 ans de prison, de renoncer à son appel pour pouvoir être gracié. On lui a dit, il faut qu'il y ait une condamnation en dernier ressort pour qu'on puisse vous gracier, sinon on ne pourra pas. Et donc, lui, il a pris le risque de rester 7 ans en prison parce qu'il faisait confiance à ces gens qui lui ont... Il a renoncé à un droit. Pour un être droit. Dans la grâce. Voilà, la condition qui fait qu'on peut le gracier, sinon on ne peut pas le gracier. Et il s'est risqué à rester 7 ans en prison. Oui. Et en plus de ça,
c'est une reconnaissance tacite d'être vraiment coupable, d'avoir mérité sa condamnation. Quand on renonce au truc. On renonce. Absolument. Et là, surprise, pas de grâce, ni pour lui, ni pour quiconque d'autre. Alors certaines personnes sont en train de dire qu'ils ont été tellement surpris par ce boycott du 2 juillet qu'ils ont oublié tout le reste, qu'ils sont en train de s'occuper de ce qui est en train de bouillir entre eux et qui pourrait exploser. Et d'autres sont en train de dire que non, il doit y avoir autre chose, parce que ce n'est pas normal d'arriver à... Oui. Alors, nous allons d'abord écouter une infographie ou une vidéo, je ne sais plus très bien, sur la demande du procureur général, je crois, au juge de mettre l'agent consulaire algérien qui a été arrêté dans l'affaire de l'enlèvement et de la séquestration de Amir DZ, de le mettre en liberté provisoire. La justice française a refusé. Nous allons écouter et je vais revenir à des questions que je voulais vous poser. Alors, Samir, les Algériens reprochent à l'État français de ne pas accepter de relâcher cet agent consulaire en échange de la liberté pour Christophe Glaise. Pourtant, ils savent très bien que ce n'est pas le politique qui décide de la justice en France. La France est indépendante. Alors, bon, qu'est-ce qu'ils leur ont répondu de côté France? Ils leur ont dit, on va faire ce qu'on peut faire, nous, dans les limites de nos prérogatives. Comme le procureur relève, le parquet relève du ministre de la Justice, il reçoit ses ordres du ministre de la Justice, on lui a demandé de demander la liberté provisoire pour ce justiciable. Oui. Il l'a fait. Là s'arrête ce que peut faire l'État français. La justice a dit non. Il ne représente pas toutes les conditions de présentation, etc., et de fuitage. Les arguments du droit qui Du font droit et qui ont été rendus publics. on ne peut pas laisser partir la personne. Ouais. Alors, du côté algérien, il semblerait alors que ce sont des gens qui sont des énarques, qui ont fait des constitutions, où la constitution consacre la séparation des pouvoirs. Ils ont été à l'université, ils ne peuvent pas ne pas savoir comment ça se passe en France. Et ils disent, ah bon, c'est comme ça, alors nous aussi, on ne relâche pas Glaise. On espère pour le jeune journaliste là qu'il ne fera pas les frais de ce genre de situation, même si ça a tout l'air de partir vers ça. Mais bon, wait and see, on ne peut pas prévoir, on ne sait pas ce qui se passe en réalité. On lui souhaite juste que, parce que nous pensons en tant que militants des droits de l'homme, que lui, journaliste, il a posé des questions à une personne il y a 5 ans ou 10 ans, on ne peut pas venir le condamner 10 ans plus tard en lui disant « il y a 10 ans, tu as posé des questions à quelqu'un qui maintenant est considéré comme un terroriste alors que dans le temps, il ne l'était pas ». Ça ne tient pas la route du point de vue moral et c'est ce qui nous fait dire qu'on lui souhaite qu'il soit libéré tout simplement. Il n'a fait que son travail, a priori. Et pour le reste, moi j'ai été vérifier comment le parquet avait demandé à ce qu'on fasse la liberté provisoire pour le gars du consulat, et ça n'a pas marché. Là aussi, on va voir ce qui va se passer, mais normalement, le politique ne donne pas de droit au juge. Le juge, il applique la loi. Et malheureusement, il s'est passé des choses très graves. Ce n'est pas pour défendre Amir DZ ou pas. Il y a la justice, il a ses avocats, etc. On n'est pas l'avocat de Amir DZ. Mais le fait qu'on ait tenté
de kidnapper quelqu'un, peut-être le tuer. peut-être plus que ça, pire que ça, en France, etc., c'est d'une gravité extraordinaire. Absolument, Voilà. absolument. Merci. Alors, Maître Rahmoun, malheureusement, il ne reste que 2 minutes au plus et on a débordé déjà. Même question. Qu'est-ce que ce cafouillage vous inspire? Ben, comme j'ai dénoncé le fait de présenter devant la justice militaire Etoufir et Tartag et Louza Hnoun et Saïd Bouteflika, parce que c'est une affaire qui était montée de toutes pièces, comme si j'ai dénoncé aussi le fait d'humilier Ouyahia, je dénonce aussi le fait de tenter à la vie et à l'intégrité physique de MRDZ. Et dans la procédure en elle-même, l'avocat de l'agent consulaire algérien avait introduit une demande de libération provisoire et le parquet présente pour comprendre l'aspect technique de l'affaire, hein, c'est très important. Et le procureur, le parquet général avait demandé dans un réquisitoire la libération de l'agent consulaire. Ce chose d'affaire passe devant le juge des libertés de détention, qui n'existe pas en Algérie. On n'a pas un juge de liberté de détention. Et le juge de liberté de détention est un juge de siège. Il est indépendant du parquet. Et quand il est indépendant du parquet, de l'autorité du ministère public, il est tout à fait indépendant du ministère de l'Intérieur parce qu'en France, il y a la presse qui suit ces événements, il y a les partis politiques, la société civile qui sont à cheval sur ce genre de décision. Le juge de liberté de détention avait estimé que l'agent consulaire ne présentait pas des garanties de présentation, ne présente pas des garanties de comparution et c'est pour cela qu'il était maintenu en détention. Par contre, il y a une visite apparemment qui est programmée par le Premier ministre français avec une forte délégation ministérielle au Maroc la semaine prochaine. Est-ce que ça nous renseigne sur cette volonté de la France d'abandonner toute relation avec l'Algérie en étant très toxique dans ce genre de relations d'aide juridictionnelle, mais aussi euh, de, de, de travail sécuritaire et antiterroriste, comme ça a été présenté par le Premier ministre Laurent Nunez. Pour le moment, on ne peut pas se prononcer. On n'a pas vraiment les informations et la grille de lecture nécessaire pour ce genre de situation. Mais tout Oui, compte fait, le régime doit savoir qu'en France, la justice, elle est indépendante. En plus qu'elle est indépendante, elle est surveillée par la société civile et par la presse. très bien. Merci Aïssa Rahmoun, désolé de vous avoir coupé la parole. Merci Samir Belatesh. Merci chers amis d'avoir suivi cette émission. Juste une information de dernière minute qui vient de tomber. L'État français vient d'annoncer que le Premier ministre français, accompagné d'une nombreuse délégation, va se rendre incessamment au Maroc. Ce qui ne va pas être pour plaire aux gens du régime et que ça va se passer, dites-moi quand, mardi, mercredi prochain, ça veut dire demain, quoi. Ça va encore tourner. Ça va faire bouger les choses. Voilà, remuer plutôt la tambouille. Merci, bonne soirée.